Bonjour Othmane Nasrou. Bonjour Aurélie Herbemont. Vous êtes très proche de Bruno Retailleau, numéro 3 des LR. Le ministre de l'Intérieur a suscité la colère des macronistes avec une interview à Valeurs Actuelles où il décrète la fin du macronisme et affirme que le « en même temps » alimente l'impuissance. Est-ce bien raisonnable de parler ainsi du chef de l'État qu'il a nommé ministre ? Mais il n'y a rien de nouveau. Je veux simplement vous rappeler que quand nous sommes entrés au gouvernement, nous n'avons pas changé de conviction. J'ai l'impression que certains s'étonnent que des ministres de droite soient de droite. Nous n'avons jamais cru en même temps. C'est ce que dit Bruno Retailleau dans cette interview. Cette idée qu'on peut être à la fois de droite et de gauche nous a conduit... C'est violent de dire ça alimente l'impuissance. Le en même temps a conduit à une forme d'immobilisme parce que quand vous voulez être à la fois de droite et de gauche, vous ne choisissez pas un cap politique clair. Nous l'avons toujours dit, nous avons toujours pensé que c'était une impasse. Quant au macronisme, je risque de peut-être faire une révélation sur votre antenne, mais il me semble qu'en 2027, Emmanuel Macron ne sera plus président de la République. Voilà. Et ne pourra pas se représenter en 2027. Oui, et donc nous aurons un autre président de la République, nous avons une autre majorité politique à construire et nous souhaitons, nous, qu'il y ait un cap politique à droite parce que je crois que le pays a besoin des solutions de la droite. Donc il n'y a rien de nouveau et tous ceux qui pensaient que Bruno Retailleau allait mettre ses convictions de côté, eh bien, aujourd'hui, découvrent que ce ne sera jamais le cas. Mais pourquoi être au gouvernement quand on est aussi virulent avec le chef de l'État et une grande majorité de ses collègues du gouvernement qui sont, eux, macronistes ? D'abord, quand d'autres nous critiquent, je pense à Gabriel Attal qui a expliqué pourquoi il n'était pas de droite, pourquoi il considérait que la droite c'était presque une maladie honteuse. Bon, c'est sa liberté, je n'ai pas entendu. Là, quand même. Il a quand même eu des mots extrêmement durs, mais c'est sa liberté. Il a le droit d'avoir sa sensibilité. Vous avez le droit de vous attaquer les uns les autres au sein de cette coalition. Non, il n'y a pas d'attaque. Justement, vous parlez de coalition et vous me demandez le sens que ça a d'être au gouvernement. Je vous rappelle que nous sommes au gouvernement pour faire barrage à la gauche et à l'extrême gauche. Que c'est cela le sens de la participation des Républicains au gouvernement pour éviter des difficultés supplémentaires à notre pays et pour éviter le chaos budgétaire et la crise financière qui pourrait se produire si il n'y a pas une solution, un budget qui est adopté pour notre pays. Sauf qu'on a l'impression que le chaos, il est un peu au gouvernement ces jours-ci. Elisabeth Borne dit à propos de cette interview de Bruno Retailleau, tenter de diviser le socle commun, c'est affaiblir le rempart contre les extrêmes. Agir ensemble exige du respect mutuel. Le parti Renaissance, vous parlez de Gabriel Attal, mais là c'est le parti dénonce des propos une fois de plus inacceptables, une fois de plus c'est intéressant, des provocations et petits calculs politiques. Est-ce que Bruno Retailleau n'est pas allé trop loin cette fois ? Moi j'ai lu encore une fois l'interview, il dit ce qu'il a toujours dit et ceux qui pensaient qu'il allait encore une fois mettre ses convictions de côté découvrent que ce ne sera pas le cas, il n'y a absolument rien de nouveau. J'appelle tout le monde à un peu de sérénité, un peu de calme et à accepter la critique. Est-ce que tout va bien dans notre pays ? Est-ce que la politique qui a été menée ces dernières années est la bonne ? J'entends Madame Borne parler de rempart face aux extrêmes. Mais pourquoi les extrêmes aujourd'hui sont aussi hauts ? C'est à cause du macronisme, c'est ce que vous allez nous dire. Moi, je souhaite qu'il y ait un cap politique. Mais c'est à cause du en même temps. Parce que quand vous expliquez que la droite et la gauche, c'est pareil, eh bien, les gens qui sont légitimement en colère au regard de l'état du pays, eh bien, se tournent vers des solutions extrêmes parce que la démocratie suppose l'alternance. Et donc, je vous le dis très clairement, il n'y a rien de nouveau dans cette interview. Bruno Retailleau, il est constant, il a toujours les mêmes convictions, il les défendra jusqu'au bout. Et nous avons, nous, à droite, une responsabilité pour l'avenir du pays. La formule de Bruno Retailleau aussi dans cette interview, c'est de dire que c'est une droite utile, mais pas docile, mais est-ce que c'est possible de multiplier longtemps des fronts avec les macronistes sur le macronisme ? Il y a eu les énergies renouvelables il y a quelques semaines, il y a eu la proportionnelle quelques semaines avant. Combien de temps ça peut tenir ? Mais écoutez, ça tiendra le temps qu'il faudra, encore une fois, tant qu'il Vous n'avez pas peur qu'il se fasse sortir du gouvernement à force de pousser le bouchon un peu loin, Bruno Retailleau ? Écoutez, si on sort du gouvernement parce qu'on ne peut pas être de droite, pleinement de droite dans ce gouvernement, ça dira quelque chose aussi de la situation dans laquelle on se trouve. Non, moi je vous le dis très franchement, mon inquiétude, elle n'est pas là. C'est qu'il faut dire la vérité aux Français sur l'état du pays, sur les solutions qu'on propose. Bruno Retailleau ne fait pas semblant. Et encore une fois, il faut que tout le monde garde son calme et son sang-froid. Nous avons des divergences avec Renaissance qui sont très importantes, qui sont très profondes. Et donc c'est normal que chacun dise ce qu'il pense de l'état du pays et des solutions qu'il propose. C'est un gouvernement d'assemblage, dit ce matin la porte-parole du gouvernement LR, Sophie Primas. Bruno Retailleau a rendez-vous demain, hasard du calendrier, avec le chef de l'État pour parler d'un autre sujet de tension, l'Algérie. Comment vous pensez que ce rendez-vous peut se passer après les déclarations du ministre de l'Intérieur ? Mais voilà un sujet sur lequel il y a des lignes différentes au sein du gouvernement. Et avec Bruno Retailleau, nous défendons depuis le départ une ligne de fermeté. Je ne crois pas que ce soit joué contre le gouvernement que de constater qu'aujourd'hui, la diplomatie n'a pas fonctionné. Alors, Bruno Retailleau va plus loin. Il dit la diplomatie des bons sentiments a échoué à propos de Boualem Sansal, qui est donc toujours emprisonné à Alger.
Ce à quoi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit « Il n'y a pas de diplomatie des bons sentiments, ni diplomatie du ressentiment, il y a juste la diplomatie ». Là encore, est-ce que c'est tenable longtemps, deux ministres qui s'affrontent de la sorte ? Mais ça, ce sera, écoutez, à chacun de prendre ses responsabilités. Nous constatons simplement que Boualem Sansal n'a toujours pas été libéré. Nous avions accepté cette idée qu'il fallait laisser une chance à la diplomatie. On lui avait demandé d'être discret ces dernières semaines. Mais c'est normal. On parle là, effectivement, de la situation d'un homme, d'un grand écrivain français, malade, qui est détenu de manière arbitraire en Algérie. Et donc, sauf qu'il y a plusieurs mois, Bruno Retailleau avait haussé le ton. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas plus fait libérer Boualem Sansal. Je pense qu'il faut qu'on aille au bout aujourd'hui du bras de fer. Donc qu'est-ce que Bruno Retailleau va demander demain à Emmanuel Macron ? Bruno Retailleau défend depuis le départ cette idée de riposte graduée qui avait commencé à être mise en œuvre. Ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait laisser un temps à la diplomatie. J'aurais vraiment souhaité que Boualem Sansal soit libéré. Donc en responsabilité, nous avions évidemment accepté d'attendre, de voir si le régime algérien allait, dans un esprit de justice, d'ouverture et d'humanité, libérer Boualem Sansal. Ça n'a pas été le cas. Donc Il faut aller au bout de la logique et bien utiliser tous les leviers dont on dispose. Face à un régime qui ne respecte pas ses obligations. Il n'y a pas de raison que nous respections nos obligations dans des accords qui sont conclus entre la France et l'Algérie. Vous demandez la remise en cause des accords de 68 qui facilitent l'immigration des Algériens en France, par exemple ? Mais ce doit être envisagé. Cet accord est dérogatoire en matière migratoire. Il accorde des facilités aujourd'hui à un pays qui, en retour, ne respecte pas ses obligations. Mais avant cela, il y a d'autres choses à faire. Et Bruno Retailleau a pris la décision de supprimer des facilités diplomatiques déjà à un certain nombre de dignitaires algériens. Du régime. Il y a l'accord de 94, celui d'ailleurs qui prévoit que l'Algérie doit reprendre ses ressortissants quand leur nationalité ne fait pas de doute. Elle ne le fait pas. Bruno Retailleau, depuis des mois, hausse le ton sur la reprise par l'Algérie des OQTF dangereux, sauf qu'Alger ne le fait pas. Donc la manière forte n'a pas porté ses fruits non plus. Il y a bien encore des manières d'aller au bout de ce bras de fer. Il y a bien encore des mesures à prendre. Et donc, encore une fois, si la diplomatie n'a pas suffi, eh bien, c'est que nous avions raison de dire, et nous le redisons aujourd'hui, qu'il faut aller plus loin dans cette riposte graduée, dans ces mesures, jusqu'à ce qu'effectivement on obtienne ce qui est simplement l'application du droit international. Othman Nasrou, Rachida Dati, ministre LR de la Culture, est renvoyée en correctionnel avec Carlos Ghosn pour corruption et trafic d'influence. Elle a fait appel. Emmanuel Macron a raison de la maintenir en poste dans ces conditions ? Vous savez, dans une affaire comme celle-ci, vous ne pouvez pas avoir de principe à géométrie variable. Vous ne pouvez pas avoir de principe qui s'adapte en fonction des circonstances, en fonction des personnes. Vous ne pouvez pas, dans une démocratie, tordre les principes. Il y a un principe de présomption d'innocence. Donc on peut rester ministre en étant face à un procès dans quelques mois. Les conséquences politiques ne peuvent être tirées que d'une réalité judiciaire. Cette réalité judiciaire est-elle établie aujourd'hui ? La réponse est non. Une procédure est en cours. Il ne m'appartient pas de la commenter. Et quand une décision, un jugement sera rendu, là, évidemment, les choses pourront être différentes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, Rachida Dati est présumée innocente. Il faut respecter cette présomption d'innocence. Alors, vous ne voulez pas commenter la procédure, mais hier soir, Rachida Dati s'est défendue sur LCI. Elle a plus ou moins accusé la justice d'être politique. Elle a mis en cause des magistrats. Est-ce que ça, vous pouvez commenter ? Est-ce que ça, vous trouvez ça choquant de la part d'une ancienne garde des Sceaux, rappelons-le ? Rachida Dati a le droit de se défendre, elle a le droit de dire ce qu'elle pense de sa situation, elle est mise en cause, c'est normal qu'elle oppose ses arguments, qu'elle le fasse si elle le souhaite sur la place publique, encore une fois c'est sa responsabilité. Moi, mon sujet en l'occurrence... Mais critiquer la justice, c'est pas problématique, on voit que c'est récurrent toutes ces dernières années, dès qu'il y a des affaires judiciaires, que ça concerne LR ou pas que LR, je pense au Rassemblement National, etc. Je crois que c'est différent de critiquer la justice, ou simplement de critiquer une décision de justice, ou une procédure, ou un certain nombre d'actes. Voilà, et donc encore une fois, la justice n'est pas non plus un continent à part entière. Les Français ont le droit d'avoir un avis sur leur justice, d'avoir un avis, de commenter aussi parfois des décisions de justice qui peuvent paraître surprenantes, sur lesquelles on peut vouloir faire évoluer là aussi nos règles. On a eu ce débat sur l'état de droit, il ne faut pas confondre l'état de droit et l'état du droit, mais bien sûr. Et donc on a le droit on a eu ce débat d'ailleurs au moment de l'inéligibilité et de l'aspect suspensif ou non d'un appel en matière pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen. Et donc voilà aussi les principes, vous ne les adaptez pas en fonction de vos intérêts politiques. Donc voilà. La date du procès de Rachida Dati sera fixée fin septembre. Fin septembre, c'est à peu près le moment où la campagne pour les municipales va commencer. Est-ce que Rachida Dati peut être la candidate des LR à Paris ?
Écoutez, l'enjeu à Paris, il est extrêmement simple. C'est que nous devons tout faire pour essayer de tourner la page d'une gestion qui est catastrophique de notre capitale. Par une gauche totalement idéologique, la propreté, la sécurité, la gestion financière de la ville de Paris. Est-ce que Rachida Dati est la bonne candidate pour tourner cette page ? Eh bien, nous le verrons le moment venu, puisque nous avons des procédures dans notre parti. Quand aura lieu la commission d'investiture pour Paris ? Probablement à la rentrée. Aujourd'hui, nous avons une commission d'investiture dans quelques jours, c'est lundi prochain, qui va d'abord s'intéresser aux législatives partielles. Aux législatives partielles, notamment celle qui va se dérouler à Paris à la rentrée, sur une partie du 7e arrondissement, là où Rachida Dati est maire et où Michel Barnier veut être candidat. C'est ça le premier enjeu de lundi. Barnier, Dati, qui va gagner le bras de fer ? Donc, vous avez raison de rappeler que nous faisons les choses les unes après les autres, et donc nous avons d'abord cette législative partielle, et c'est un sujet différent de celui des élections municipales à Paris, comme d'ailleurs dans d'autres grandes villes. Nous n'avons pas non plus fait Marseille, nous ne sommes pas encore occupés des grandes villes, nous y travaillons aujourd'hui le plus rapidement possible. Sur cette législative partielle, nous avons la chance d'avoir la candidature de Michel Barnier. C'est une très bonne candidature. Rachida Dati aussi veut être candidate. La Commission nationale d'investiture se réunira, les entendra d'ailleurs s'il le souhaite, et tranchera. Nous avons des règles dans ce parti, que nous essayons d'ailleurs de moderniser, c'est un autre sujet, mais nous avons des règles et un fonctionnement interne. Et donc la Commission d'investiture, qui est présidée par Ali Genevard, se réunira lundi prochain à 17h et tranchera s'il y a plusieurs candidatures. Mais moi, je veux vous le dire très clairement, Michel Barnier a la légitimité, c'est une chance aujourd'hui qu'il soit candidat. Été élu de cette circonscription, il revendique toujours ses racines savoyardes, oui, pas parisiennes. Il habite cette circonscription depuis longtemps maintenant, il y est ancré, et puis encore une fois, c'est un ancien Premier ministre qui a une très grande expérience politique. Je crois que ce serait une chance de l'avoir dans cette période aussi de chaos et de désordre à l'Assemblée nationale pour porter nos couleurs, et j'espère qu'il gagnera cette circonscription. Nous ferons tout pour que le siège revienne encore une fois chez les Républicains avec quelqu'un de la qualité de Michel Barnier. C'est très clair, effectivement, vous êtes plutôt pour Michel Barnier que pour Rachida Dati pour les législatives. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Michel Barnier a été candidat. Non, mais nous avons la chance d'avoir la candidature de Michel Barnier. Il n'est candidat et Rachida Dati mais non, mais je sais que vous adorez à droite mettre en scène les déchirements, les affrontements. Mais parce que vous êtes très fort pour mettre en scène vos propres déchirements. C'est vrai, mais nous allons arrêter de le faire parce que nous avons une responsabilité aujourd'hui. Je vous dis simplement que Michel Barnier est candidat il n'est candidat contre personne, il l'a dit lui-même, et c'est une belle et bonne candidature. Voilà. On continue à parler de tout ça avec Othman Nasrou, mais pour l'instant à 8h45, c'est l'heure du Fil Info avec Maureen Suignard. Kiev et Moscou vont négocier directement pour la 3e fois depuis le début de la guerre. Des négociations pour tenter de mettre en place un cessez-le-feu, mais les deux pays campent sur leur position. L'Ukraine qui a perdu pour la première fois un avion de chasse français il y a quelques heures. Un Mirage 2000 s'est crashé. Le pilote a réussi à s'extraire. Le décret autorisant la retraite progressive des 60 ans publié au journal officiel ce matin pour une entrée en vigueur au 1er septembre prochain. Cela va permettre aux salariés de bénéficier d'une fraction de leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle réduite. Cette mesure est le fruit d'un accord entre le MEDEF côté patronal et la CFDT et la CFTC côté syndicat. Le tribunal administratif de Montpellier condamne l'État pour la pollution dans l'Aude issue de l'ancien bassin minier de Salsigne. La justice donne 1 an à l'État pour réparer le préjudice écologique constaté, notamment la présence de métaux lourds et d'arsenic dans les sédiments et les rivières de la vallée de l'Orbiel. Après l'exploit du Français Valentin Paré peintre au sommet du Mont Ventoux hier, voici la 17e étape du Tour de France. Départ 13h35 de Bolène direction Valence. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Pogacar. France Info. Le 8-30 France Info. Aurélie Herbemont. Nous sommes toujours en compagnie d'Othman Nasrou, secrétaire général des Républicains. On a bien compris avant le Fil Info que pour la législative partielle à Paris, votre cœur va plutôt vers Michel Barnier que Rachida Dati. Est-ce que ça veut dire que Michel Barnier, vous l'envisagez comme un plan B potentiel pour les municipales si Rachida Dati devait être empêchée par la justice ? Je vous réponds clairement non. Nous n'avons pas aujourd'hui de stratégie de ce type-là, qui d'ailleurs ne sont jamais des bons calculs. Nous avons une élection législative partielle que nous n'avons pas souhaitée. Il y a une décision. Rachida Dati et ses proches. Rachida Dati dit que Michel Barnier est instrumentalisé pour diviser.
Non, mais je vous rappelle d'ailleurs que quand on est député, on ne peut pas être maire de Paris. Il y a une règle aujourd'hui qui est celle du non-cumul. Donc, écoutez, voilà, il y a une élection législative partielle qui n'était pas prévue. Nous avons la chance d'avoir Michel Barnier qui habite cette circonscription, qui a la légitimité pour y aller. Et je souhaite qu'on s'unisse tous derrière lui pour gagner ce siège, et parce que ça sera une chance de l'avoir à l'Assemblée nationale. Voilà, et la question des municipales à Paris est une question pleine et entière, et nous prendrons nos décisions le moment venu. Oui, nous avons une responsabilité de faire battre la gauche aujourd'hui, qui d'ailleurs honnêtement a un comportement honteux, je veux quand même le dire. On parlait de présomption d'innocence tout à l'heure. Je suis un peu choqué de ce que j'entends dans la bouche d'Emmanuel Grégoire ou d'Yann Brossat, qui eux ont des principes à géométrie variable. Alors Yann Brossat, puisque vous en parlez, effectivement, qui est aussi pour l'instant candidat communiste à la mairie de Paris, faisait référence au slogan de Bruno Retailleau, la France des honnêtes gens, et mettait effectivement en balance ce slogan et le fait que Rachida Dati soit confrontée à un procès imminent. C'est pas gênant pour l'image du parti si Rachida Dati est votre candidate ? Mais encore une fois, il y a une présomption d'innocence, je vais le dire très clairement, et on ne peut pas vouloir décider à la place de la justice et dire la vérité judiciaire à la place de la justice. Et des démocrates, des gens qui sont attachés à la République, ne devraient pas mélanger les genres comme ça, ne devraient pas, tout simplement bafouer la présomption d'innocence pour en tirer des conséquences politiques. Aujourd'hui, elle est présumée innocente, et donc nous avons une procédure, un choix de candidat, nous avons une présidente de fédération. Et on sent bien que vous voulez temporiser. Oui, nous avons une présidente de fédération qui est Agnès Evren, nous avons des maires d'arrondissement. Il n'y a pas d'évidence à ce que ce soit Rachida Dati la candidate. Mais pas moins aujourd'hui qu'hier. Il y a une procédure qui est en cours en interne avec, encore une fois, les élus LR de Paris pour choisir le meilleur scénario. Rachida Dati est une candidate légitime, il peut y en avoir d'autres. Nous allons regarder tout cela et faire la meilleure option. Pour l'instant, elle est présumée innocente, ça n'interfère pas aujourd'hui dans notre calendrier. Et le comportement de la gauche, je veux le dire, est honteux. Honteux parce que, encore une fois, il bafoue des principes fondamentaux de notre démocratie. Othman Nasrou, parlons d'un autre sujet. La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a accueilli hier ses 17 premiers narcotrafiquants dangereux. Qu'est-ce que ça va changer concrètement qu'ils soient enfermés là-bas ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'abord un vrai cap au gouvernement sur ces questions de narcotrafic. Là-dessus, ça roule. Ben là-dessus, ça roule, mais ça roule sur bien d'autres sujets. Si vous le souhaitez, je peux vous dire aussi les premiers résultats en matière de maîtrise des flux migratoires. Sans majorité à l'Assemblée nationale, nous avons des résultats. Et sur le narcotrafic, il y a cette grande loi qui a été adoptée, là aussi, dans un grand consensus politique, et je m'en réjouis, et qui donne des outils supplémentaires. Il y a cela, et il y a effectivement ce que fait Gérald Darmanin en matière à la justice. Et tout cela est convergent, et c'est tant mieux. Et moi, je m'en réjouis parce que nous avons besoin aujourd'hui de rattraper un retard considérable que nous avons pris ces dernières années face à des gens de plus en plus dangereux, à la criminalité organisée, qui sapent les fondements même de notre État. Dans cette prison et dans la deuxième prison qui sera aussi à Condé-sur-Sarthe, il va y avoir des brouilleurs de drones, de téléphones, des fouilles après chaque contact avec l'extérieur. Est-ce que c'est possible que cette prison soit vraiment complètement étanche pour empêcher ces narcotrafiquants de continuer leur trafic, voire de commanditer des meurtres, ou est-ce que c'est pas un peu illusoire de penser qu'on peut vraiment les isoler totalement et que c'est fini, ils sont mis hors d'état de nuire, entre guillemets? Non, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est illusoire. Vous voyez, c'est intéressant, c'est que on s'est habitué à une forme d'impuissance publique. Quelqu'un qui est en prison, en théorie, ne devrait pas avoir accès à un téléphone portable depuis lequel il commandite des assassinats depuis sa cellule de prison. Et on s'est habitué à cette réalité qui est aujourd'hui une réalité dans beaucoup de nos prisons. Donc pour ces individus particulièrement dangereux, un effort important est fait pour que ce ne soit pas le cas. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, effectivement. Les brouilleurs, la sécurité renforcée, les effectifs aussi qui seront considérablement plus importants dans ces prisons-là que dans d'autres prisons, eh bien, on peut le faire évidemment pour quelques centaines d'individus, on ne peut pas le faire pour l'ensemble de la population carcérale aujourd'hui, mais il va falloir globalement que dans notre pays, on s'arme davantage, l'État cesse d'avoir la main qui tremble, et moi je suis heureux de cette direction qui est prise aujourd'hui. Et alors ce sont les plus gros narcotrafiquants qui sont emprisonnés dans ces centres de détention de haute sécurité, mais il se trouve que ces derniers jours, Othman Nasrou, il y a eu des violences dans plusieurs villes de France sur fond de narcotrafic. C'est la preuve que ce qui est fait le gouvernement ne porte pas totalement ses fruits sur le terrain. Mais Aurélie Herbemont, personne ne pense qu'on va régler des problèmes aussi profonds dans notre pays en quelques mois sans majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce gouvernement... C'est une question de majorité ? Ah oui, parce que là, il y a eu effectivement une loi sur le narcotrafic, mais sur bien d'autres sujets, vous savez, tout se tient. Qui a été votée ?
Oui, mais quand vous ne maîtrisez pas qui rentre sur le territoire national, quand vous n'avez pas la capacité de renvoyer à l'étranger des individus dangereux, évidemment que ça contribue aussi à la montée de l'insécurité, à la criminalité organisée. Bien sûr qu'il y a des réseaux mafieux qui exploitent aussi, y compris des personnes en situation irrégulière et des mineurs, bien sûr. Et là aussi, il y a eu une loi, pour le coup, qui avait été proposée par Gabriel Attal. Vous voyez, moi je ne suis pas simplement dans la politique partisane, il y avait des bonnes dispositions dans cette loi. Un certain nombre ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Bon, et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, notre Bruno Retailleau n'a pas encore tous les outils. Bruno Retailleau n'a pas encore tous les outils pour mettre en œuvre sa politique qui pourrait lui servir pour plus tard, pour ses éventuelles ambitions présidentielles. Ah mais Bruno Retailleau, aujourd'hui, il démontre ce que ferait la droite demain si elle avait tous les leviers. Et il y a beaucoup à faire. Et il fait aujourd'hui ce qu'il peut, et il fait déjà beaucoup, avec les moyens dont il dispose. Et c'est déjà une chance de l'avoir aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Mais demain, il faudra qu'on donne au pays le cap politique pour régler profondément les sujets dont vous avez parlé. Et c'est vrai que ce sont des sujets aujourd'hui qui préoccupent légitimement beaucoup de nos concitoyens.